Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors, vous aimez jouer de grosses figurines? L'analyse de ce Battle Tome est pour vous. On parle des Sons of Behemoth qui viennent tout juste de recevoir un nouveau Battle Tome. Alors, pour analyser le Battle Tome, je suis en compagnie de Yann, qui est un joueur à destruction. Salut Yann. Salut Vincent. Et on aimerait remercier évidemment notre commanditaire, le Griffon, qui nous fournit les Battle Tomes lorsqu'il vient le temps d'en faire l'analyse. Alors, le Griffon, c'est notre boutique locale à Sherbrooke. Le lien sera dans la description si vous voulez commander. Et si vous passez à Sherbrooke, n'hésitez pas à passer sur la Wellington, voir la boutique. C'est vraiment une très belle boutique à Sherbrooke. Alors, ben, sans plus tarder, peut-être te demander, Yann, c'est quoi les impressions que tu as eues à la lecture de ce Battle Tome-là, qui est particulier, parce que c'est le seul Battle Tome qui nous permet de jouer seulement 4 modèles pour une armée. Oui, mes impressions, je dirais, c'est que c'est comme les autres Battletomb V3, une belle nouvelle mouture. Ils ont réussi, par contre, à repenser un peu l'armée sans la changer complètement. Donc, jusqu'à maintenant, on a en V3 deux types de Battletomb, les Battletomb qui sont complètement repensés et des Battletomb qui sont plutôt des mises à jour. Donc là, ça, c'est plutôt une mise à jour, mais quand même avec quelques changements qui vont donner peut-être un peu plus de dynamisme à l'armée, tout en enlevant certains éléments qui étaient désagréables à affronter, là. Donc, ils ont réussi à, je pense, améliorer l'expérience de jeu globale pour le joueur qui joue les Sons of Behemoth et pour les adversaires qui vont les affronter, sauf peut-être pour les joueurs qui les jouaient parce qu'ils aimaient gagner facilement. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une période où les Sons of Behemoth étaient très dominants dans le méta. Je pense que cette période-là est révolue. Ça va être un Battletome qui va plutôt être peut-être en milieu de méta. C'est très difficile de les positionner, surtout qu'on a beaucoup de Battletomes qui sortent ces temps-ci. Donc, le méta bouge beaucoup. On a aussi un nouveau General Handbook qui s'en vient, là, une deuxième saison, en fait, là, qui s'en vient probablement en janvier. Donc, beaucoup de choses changent, donc c'est toujours risqué de tenter de situer la force relative d'une armée, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins forts à la sortie du Battletome maintenant qu'ils l'étaient lorsque leur premier Battletome est sorti là, il y a quelques temps. Donc, on en est là. Ce qui est bien, donc, c'est une armée qui a très peu de chartes d'unités. On a deux nouvelles unités qui sont introduites. Donc, avec un nouveau kit, hein, le kit des méga gargants a été refait pour inclure, là, pour pouvoir construire deux unités de plus. Donc, ça, c'est intéressant, ça ajoute de la diversité. Les règles d'armée ont été repensées pour la plupart. Il y a certaines choses qui reviennent, d'autres qui sont nouvelles là, en termes d'aptitude d'allégeance, de traits, d'artefacts. Les tribus ont été revus et ça va donner un petit peu plus de possibilités de construction de listes parce que avant, comme les autres modèles en V2, comme les autres BT en V2, les tribus ou les sous-allégeances nous obligeaient à prendre un artefact ou un trait de commandement en particulier. Là, c'est plus le cas. Donc, les tribus viennent avec des artefacts et des traits de commandement, mais ceux ne sont pas obligatoires. Donc, on peut quand même piger dans nos traits et artefacts génériques qui sont très bons par ailleurs. Donc, ça, c'est une très bonne chose. On a des nouvelles fureurs monstrueuses qui s'ajoutent, donc ça va donner beaucoup plus de variété aux fureurs monstrueuses qu'on peut faire. Et surtout, c'est là qu'on va aller chercher un petit côté tactique de plus parce qu'elles sont très intéressantes, très bien pensées, ces fureurs monstrueuses-là. Et les règles de mercenaires, parce que les géants peuvent être pris en mercenaires dans des armées d'autres grandes alliances, mais ça a été repensé. Chacun des quatre mercenaires a une petite règle spéciale qui lui donne un petit bonus ou un petit ajout qui vient pas tout à fait compenser, mais un peu peut-être pour les règles d'allégeance Sons of Behemoth qu'il perd parce que les mercenaires valent le même nombre de points que le même géant en Son of Behemoth, sans profiter des habiletés d'allégeance, sans profiter des habiletés d'allégeance non plus de la faction à laquelle ils se joignent. Donc, ils ont rajouté une petite règle spéciale, on va les voir tantôt. Dans certains cas, c'est très bon, dans d'autres, c'est plutôt anecdotique, mais c'est bien pensé, ça aussi. Donc, un Battletome bien pensé dans la lignée des autres BTV3. Je suis très content. Alors, on commence avec les aptitudes d'allégeance. Alors, on a d'abord la raison du bien plus fort qui revient. Alors, chaque méga gargant a une valeur de la raison du bien plus fort listée dans le tableau de dégâts de sa charte d'unité. Pour les besoins de la contestation d'objectifs, chaque figurine méga gargant d'une armée de fils de Behemoth compte pour autant de figurines que sa valeur de la raison du bien plus fort et chaque figurine de gargant broyeur d'homme compte pour 10 figurines. Donc, c'était déjà un peu là ce qui a été modifié. Donc, nos géants comptaient pour 20 unités, 20 modèles, pardon, pour le contrôle d'objectifs. C'est encore le cas, sauf que maintenant, au fur et à mesure que le méga gargant va subir des dégâts, ben, son contrôle d'objectif va diminuer. Ça commence à 20, ça termine à 12 quand il a subi 30 dégâts ou plus. Donc,
ça vient pallier un peu l'aspect frustrant qui était là où on pouvait faire 32 dommages à un méga gargant, puis il comptait encore pour 20 sur l'objectif. Là, son contrôle d'objectif diminue. Mais c'est une des raisons qui font en sorte que je pense que l'armée va être moins forte qu'elle l'était. Un peu plus de difficulté à contrôler les objectifs qu'auparavant, même si ça demeure une très bonne armée de contrôle d'objectifs. Ensuite, on a Seigneur et Maître. Lorsqu'on prend une armée de Sons of Behemoth, il faut décider si notre armée sera de la tribu des rafleurs, des casseurs, des broyeurs ou des craseurs. Puis ce type d'armée est déterminé par le général de notre armée. Voilà, donc c'était le cas aussi avant, si ma mémoire est bonne. Donc, on va voir les tribus tout à l'heure, là. Elles sont bien faites, bien pensées. C'est là, on passe maintenant à la colère des titans. Ça, c'est les fureurs monstrueuses qui se sont ajoutées. Et là, il y en a qui sont intéressantes. Bon, premièrement, prise de bête. Choisissez un monstre ennemi à 3 pouces de cette unité et jetez un dé sur 3 plus. L'effet frappe en dernier s'applique à la fois au monstre choisi et à l'unité qui a fait cette fureur monstrueuse jusqu'à la fin de la phase de combat. Oui, ça, c'est très bon. Jouer avec l'ordre d'activation. Parce que si le monstre ennemi est engagé avec plus qu'un de nos géants, on sacrifie en quelque sorte un de nos géants qui va lui aussi frapper en dernier, mais ça nous permet d'attaquer en premier avec notre autre monstre. Et il faut se rappeler que si c'est sur notre tour, ben, même si on frappe en dernier, puis le monstre adverse aussi, c'est nous qui active en premier parce que c'est notre tour, hein. Donc, si on a deux géants qui sont en contact avec un monstre, c'est notre tour. Notre premier géant qui n'a pas la frappe en dernier active. Ensuite, on passe aux unités qui activent en dernier. On frappe en premier, puis lui frappe après. Donc, ça permet donc d'augmenter notre capacité à jouer avec l'ordre d'activation. C'est très bon et ça va bien se combiner avec d'autres habiletés, d'autres fureurs monstrueuses qu'on va voir tantôt. Ensuite, on a choisi une unité ennemie qui a une caractéristique de blessure de 1 ou 2 et à 3 pouces de cette unité. Et jeter 2 des 6. Si le jet est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité ennemie, pour chaque point d'écart, une figurine de l'unité fuit. Le joueur qui commande l'unité décide quelle figurine fuit. L'effet de cette fureur monstrueuse n'est pas considéré comme un test de déroute. Bon, ça, c'est une option de plus, hein. Ça va être contre les hordes, en fait, là, les petits modèles à une ou deux blessures, qui ont une faible bravoure. Donc, c'est sûr que ça va permettre d'aller chercher quelques blessures mortelles. En fait, contre des unités qui ont une bravoure à 6, à 7, ou même plus bas, ça va être meilleur qu'un piétinement, qu'un stomp. Ou sur 2 plus, on fait des 3 blessures mortelles. Là, il y a possibilité d'aller chercher beaucoup plus de blessures. Mais en particulier contre les hordes à faible bravoure, mais c'est une corde de plus à leur arc, c'est bien. Ensuite, choisissez un monstre ennemi qui ne fait pas partie d'une unité de plusieurs figurines et qui est à un demi-pouce de cette unité. Jetez un dé. Sur 3 plus, vous pouvez retirer le monstre du champ de bataille et le replacer n'importe où dans un espace ouvert à un demi-pouce de cette unité. Le monstre choisi subit D3 blessures mortelles. De plus, soustrayez un au jet de touche pour les attaques de l'unité qui effectue cette fureur monstrueuse jusqu'à la fin de la phase de combat suivante. Donc, ça, c'est tellement bon. Essentiellement, on se donne un malus de -1 pour toucher le monstre, mais on le replace où on veut, toujours à un demi-pouce du géant qui fait cette fureur monstrueuse-là. Donc, ça permet, par exemple, de sortir un monstre sur un objectif. Donc, le monde adverse est sur un objectif. Pouf, on le déplace, on le met. Il n'est plus sur l'objectif. Super bon. Ça peut permettre aussi, si on s'est bien positionné avec d'autres géants, d'amener le monstre ennemi à portée d'un autre de nos géants. Donc, c'est la première fureur monstrueuse qu'on fait dans la fin de la phase de charge. On amène ce monstre-là à portée d'un autre de nos méga gargants, par exemple, qui était assez proche. Ce méga gargant-là peut lui aussi faire une fureur monstrueuse, par exemple la frappe en dernier. Donc, ça devient. Il y a des beaux trucs à faire comme ça. C'est très, très bon. Ensuite, on passe aux traits de commandement. Il y en a 3. Le premier, c'est monstrueusement robuste. Ce général a une caractéristique de blessure de 40 au lieu de 35. Super bon. Super bon parce que ça augmente la durée de vie de notre géant et ça va très bien se combiner avec d'autres artefacts. Par exemple, on va avoir un artefact qu'on va voir tantôt qui permet d'ignorer de la perforation. On a un artefact aussi qui va venir donner une sauvegarde invulnérable, une ward à 5+, lorsque le géant a subi au moins 25 blessures. Donc, en allant à 40, ça fait que nos 15 dernières blessures sur notre géant, on a une ward à 5+, une protection à 5+. Donc, vraiment, pour augmenter l'endurance, la durabilité de notre géant, c'est un très bon trait. Je pense qu'il va être choisi souvent. Ensuite, tempérament furieux. Une fois par bataille, quand ce général est choisi pour combattre, vous pouvez déclarer qu'il est submergé par la rage.
En ce cas, jusqu'à la fin de la phase, utiliser la ligne du haut de son tableau de dégâts, quel que soit le nombre de blessures qui lui sont allouées. Compte tenu que les chartes des méga gargants sont pas si punitives que ça, je pense pas que ce soit un si bon choix. Il y a d'autres traits de commandement qui sont meilleurs, autant les deux autres génériques que dans les tribus. Donc, je pense pas que celui-là va être choisi souvent. Il y a mieux pour augmenter la létalité là, de nos géants, certainement. Ensuite, agitateur, ajouter un au jet de charge pour les unités fils de Behemoth, armée entièrement à 18 pouces de ce général. Ben, c'est très bon. Plus un jet de charge, ça fidélise. On va voir aussi qu'on a moyen d'aller donner une course et charge ou de la charge à 3d6 à nos géants. Donc, aller chercher un plus 1 en plus, ça permet d'aller chercher plus de mouvement, plus de mobilité. Et là, on voit vraiment les trois thèmes, les trois lignes, en quelque sorte, de construction d'armée qu'on va pouvoir aller chercher. On va les retrouver dans les différents traits de commandement, artefacts et habiletés d'allégeance qui viennent avec les tribus. C'est qu'on a beaucoup d'options, plusieurs options en fait pour augmenter le mouvement, la mobilité de nos géants. On a plusieurs options pour augmenter leur durabilité, leur endurance, ou on a plusieurs options pour augmenter leur létalité. Donc, c'est vraiment les trois thèmes en quelque sorte là, autour desquels on peut se structurer quand on fait nos choix. Et ces différentes options-là viennent en interaction. Donc, si on va vers le mouvement, on combine des bonus de mouvement qui viennent faire en sorte qu'en quelque sorte, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Même chose pour l'endurance, même chose pour la létalité. Donc, c'est vraiment un Battletome bien pensé qui offre une certaine profondeur de construction de liste, malgré le faible nombre d'unités et de chartes d'unités. Excellent. Pour continuer la construction de liste, on va aussi avoir accès à des artefacts de pouvoir. Certains sont intéressants. Alors, pied calleux à l'extrême, figurine armée d'un piétinement surpuissant seulement. Le piétinement surpuissant du porteur a une caractéristique d'attaque de 3 au lieu de 2, une caractéristique de perforation de -3 au lieu de -2 et une caractéristique de dégâts de 3 au lieu de D3. Ouais. Cette attaque-là, tous les méga gargants l'ont, sauf le piétineur de guerre, qui en a une un peu meilleure, qui a un nom différent. Je pense pas qu'on va choisir cet artefact-là. Il y en a beaucoup d'autres qui sont meilleurs. Celui-là, j'ai fait les calculs statistiques et cette amélioration-là augmente en moyenne de 2 dégâts, les dégâts faits par le méga gargant contre un adversaire qui aurait une sauvegarde à 3+. Donc, prendre un artefact pour augmenter de 2 sa létalité, je ne suis pas sûr que ça vaut vraiment la peine, compte tenu des autres artefacts qui sont disponibles dans le BT. Alors, bouclier brillant de protectitude. Lorsque cette unité est ciblée par une attaque, si l'arme utilisée a une caractéristique de perforation de -1, remplacez la caractéristique de perforation de l'attaque par barre 0. De plus, si le jet de sauvegarde non modifié contre une attaque d'une arme de mêlée ciblant le porteur est 6, l'unité qui attaque subit une blessure mortelle après que toutes ses attaques aient été résolues. Très bon. Selon moi, un des meilleurs artefacts du BT, c'en est un qui augmente l'endurance, la résistance. Il y a beaucoup d'unités adverses dans le méta qui ont Rennes -1, perforation de 1. Là, on ignore cette perforation-là. Nos géants n'ont pas une bonne sauvegarde, ils sont sur du 4+, donc aller ignorer un de Rennes, c'est très, très bon. Donc, vraiment un très bon choix. Puis un petit bonus en plus sur un monstre qui a 35, voire 40 points de vie. On renvoie des blessures mortelles sur tous les jets de touche non modifiés de 6 qui vont être faits contre lui. Donc, sur la durée d'une partie, ça peut commencer à faire beaucoup de blessures mortelles qu'on renvoie à l'adversaire aussi, mais on va le choisir pour augmenter la durabilité de notre géant puis ignorer la perforation de 1. Là, ça, c'est très, très bon. Ensuite, sillage de charognard, une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 pouces du porteur et jeter autant de dés que le nombre de figurines de l'unité choisie, jusqu'à un maximum de 10. Pour chaque jet de 4+, l'unité subit une blessure mortelle. Essentiellement, une fois par bataille, on fait à peu près 5 blessures mortelles contre une horde. Est-ce qu'il y a mieux comme choix? Si on sait qu'on va affronter un adversaire qui joue horde, qui joue des grosses unités de 10 ou plus, pourquoi pas, mais il y a vraiment des meilleurs choix dans le, dans le Battleton. Parlant de meilleur choix, totem d'embrivoire, le porteur peut tenter une charge même s'il a couru au même tour. Ah oui, ben là, ça, je parlais d'augmentation du mouvement, de la mobilité. Course et charge, on le sait, c'est très, très bon. La mobilité, ça gagne des parties. Ça, c'est vraiment un très bon artefact aussi. Je pense qu'il va être sélectionné souvent. Ensuite, on tombe dans les options, les optimisations pour les tribus. Oui, Alors, il y a des traits de bataille, il y a des tribus de rafleurs d'abord. Alors, débarrassez-vous d'eux.
Pour les besoins de contestation des objectifs, chaque figurine de Gargant Broyeur d'Homme ami compte pour 15 figurines au lieu de 10. De plus, ajoutez 5 à la valeur de la raison du bien plus fort des manches Kraken amis qui contestent un objectif. C'est vraiment la sous-allégeance, les rafleurs pour contrôler les objectifs. C'était le cas avant aussi. Ils ont un petit peu nerfé, si vous me prêtez l'expression, le bonus, mais ça reste un très bon bonus. Nos broyeurs d'hommes, ce sont les petits géants, donc les Man Crushers, donc qui comptent pour 15 plutôt que 10, c'est excellent. Là, un plus 5 aussi, donc nos manches Kraken vont compter pour 25 plutôt que pour 20 lorsqu'ils sont en pleine santé. Donc, augmenter du contrôle d'objectif, c'est toujours très bon, très beau bonus. Ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est probablement la meilleure tribu, ou à tout le moins, ça va en être une qui va être très jouée parce que le contrôle d'objectif, c'est comme ça qu'on gagne des parties. Elle vient avec un autre bonus, je le veux pour ma collection. Vous pouvez utiliser cette habitude de commandement au début de la phase de combat. Si votre général, seul votre général peut donner cet ordre, et l'unité qui la reçoit doit être une unité de Gargant Broyeur d'Homme ami. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts des attaques d'armes de mêlée qui ciblent une unité ennemie portant un artefact de pouvoir ou qui est unique. C'était bon jusqu'à la fin de la dernière phrase. Donc, Mhm. le plus 1, c'était super comme bonus à la caractéristique d'attaque, de dégâts, pardon. Mais là, ça doit cibler un personnage unique ou qui porte un artefact de pouvoir. C'est très restrictif, très contextuel. C'est aussi une aptitude de commandement. Ça nous coûte un CP, un point de commandement. Est-ce qu'on va vraiment dépenser un point de commandement pour ça? Si on joue la tribu, puis que l'occasion se présente, oui, mais en même temps, je pense qu'on ne choisit pas cette tribu-là pour cette habileté-là, certainement pas. Ensuite, trait de commandement des tribus de rafleurs. Alors, cupidisme, dicisme. Si vous donnez un artefact de pouvoir à ce général, vous pouvez choisir un artefact de pouvoir supplémentaire et le lui donner. Le général peut avoir 2 artefacts de pouvoir. Les 2 artefacts de pouvoir doivent être différents. C'était déjà là dans l'ancien BT, c'est excellent. 2 artefacts et on va le voir, on a des très bons artefacts, on en a déjà vu les génériques, ils sont très bons. On a aussi Arcane Tome qu'on aime donner là, pour rendre un des géants magicien. Donc ça ouvre ces options-là. Je pense que ça, c'est un des meilleurs traits de commandement du Battle Tome, assurément, parce que les artefacts auxquels on a accès sont très bons. Ensuite, intimidant à l'extrême. Les unités ennemies à 6 pouces du général ne peuvent pas recevoir l'ordre présence exaltante ni l'ordre ralliement. Ça, c'est pas mal moins bon parce que ça n'arrivera pas souvent qu'une unité ennemie à 6 pouces va vouloir rallier. Et pour ce qui est de la présence exaltante, donc éviter de faire un jet de Battle Shock, ben, 6 pouces, c'est bien, mais en fait, tous les méga gargants ont déjà cette habileté-là à 3 pouces. Donc, dès qu'une unité ennemie est à 3 pouces de notre méga gargant, elle ne peut pas utiliser, en fait, recevoir l'ordre présence exaltante. Là, on l'augmente de 3 à 6 pouces. Ça ne vaut pas un trait de commandement, selon moi, surtout qu'il y en a d'autres qui sont vraiment meilleurs. Ensuite, les artefacts de pouvoir des tribus de rafleurs. Alors, énorme tentacule, manche Kraken seulement. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un héros ennemi à 3 pouces du porteur et jeter un dé. Sur 4+, le héros subit D3 blessures mortelles et l'effet de frappe en dernier s'applique à lui jusqu'à la fin de la bataille, de la phase. En soi, c'est pas mauvais. Donner frappe en dernier à un héros ennemi. C'est sur 4+, c'est pas fiable. Et on s'entend que si l'adversaire a un héros qui est un Glass Hammer, donc qui frappe très fort, mais qui serait vulnérable à se faire tuer par notre géant, si notre géant attaque en premier, il ne va pas charger le géant qui a cet artefact-là. Il va aller ailleurs sur le champ de bataille. Donc, c'est trop circonstanciel, ça peut être contré par un adversaire qui joue bien, et il y a des meilleurs artefacts, dont notamment le prochain. Le prochain, c'est Lanterne luisante. Alors, c'est encore une fois manche Kraken seulement. À votre phase de héros, le porteur peut tenter de lancer un sort qui convoque un sort persistant de la même manière qu'un sorcier. Quand il le fait, doublez la portée du sort. C'est là que c'est intéressant. Sinon, on se dit, ben voyons, je vais jouer Arcane Tome. Arcane Tome est Mhm. meilleur. Et je pense quand même que Arcane Tome est un meilleur choix que celui-là, parce que là, ça nous limite à un sort persistant. Par contre, doubler la portée, là, ça devient intéressant. Si on pense, par exemple, au Ravenak Nyashinja, si on va aller chercher des blessures mortelles de plus, on double sa portée. Donc là, on est capable vraiment d'aller chercher, peut-être sniper un héros totem, buffer, loin que nos géants ont de la misère à aller chercher. Ça peut nous permettre aussi de jouer le sort persistant qui permet de guérir pour donner plus de longévité à nos méga gargants, à nos géants. Donc, ça peut être un bon choix.
Par contre, ce qui n'est pas clair, c'est que quand on lui donne cet artefact-là, ça ne dit pas clairement que le géant devient un sorcier. Donc, et normalement, il faut un sorcier dans notre armée pour pouvoir inclure un sort persistant. Donc, je présume que leur intention était qu'en prenant cet artefact-là, ça nous donne le droit d'inclure un sort persistant, mais c'est pas écrit, en fait. Donc, ça ne dit pas que notre méga gargant gagne le mot-clé sorcier. Donc, j'imagine que ça va être précisé dans une fac éventuellement. Oui, parce que là, tel que c'est écrit, dans le fond, ça nous obligerait à prendre la Arcane Tome sur au moins un Omega Gargant pour avoir un sorcier, pour avoir le droit de prendre un sort persistant. Voilà. Ensuite, on passe à la tribu des casseurs. Alors, celle-ci, bon, les traits de bataille, il y en a un petit peu plus. Casseur de baraque, ajouter un aux dégâts infligés pour chaque attaque réussie d'une unité de gargant broyeur d'hommes, ami qui cible une unité ennemie faisant partie d'une garnison ou étant entièrement sur un élément de terrain. Ben, ça, c'est mauvais, en fait. Donc, ça cible une unité qui est dans une garnison sur un terrain. C'est facile à contrer pour l'adversaire. Les garnisons sont peu utilisées, donc très anecdotique. De façon anecdotique, par exemple, moi, ça m'a fait perdre une partie avec mes Nighton parce qu'il y avait des ruines qui étaient en coin, puis on considérait que tout ça, c'était une pièce de terrain. Donc, peu importe où j'étais tout le temps dans les pièces de terrain. Mais rajouter un dommage à tous les, les dommages Des broyeurs du d'hommes, ouais. gargant, ça finissait par s'accumuler. Ça faisait très, très mal. Ah, quand même. Ensuite, vitesse percutante. Vous pouvez utiliser cette habitude de commandement au début de votre phase de charge. Seul votre général peut donner cet ordre et l'unité qui la reçoit doit être une unité de gargant broyeur d'hommes ami. Jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez tenter une charge avec l'unité qui a reçu l'ordre si elle est à 18 pouces d'unité ennemie au lieu de 12 pouces. De plus, jusqu'à la fin de la phase, jetez 3 des 6 au lieu de 2 des 6 quand vous faites un jet de charge pour l'unité. Mais encore ici, on va chercher de la mobilité à nos géants. C'est l'habilité que Kragnos donne dans une bulle de 12 pouces. Là, on l'a sous forme d'un trait de commandement, en fait, d'une aptitude de commandement plutôt. Donc c'est très bon. Ça augmente la portée des géants. D'autant plus que les géants, quand ils sont entièrement à 15 pouces d'un méga gargant, peuvent courir et charger le même tour. Donc là, on commence à avoir une portée, un mouvement qui est très, très bon pour nos broyeurs d'hommes. Par contre, si on veut jouer plusieurs unités de broyeurs d'hommes, je pense qu'il va avoir les deux tribus qui suivent vont peut-être être meilleures que celle-ci. Ensuite, on a dégoût féroce. Essentiellement, c'est qu'on va choisir un des 3 dégoûts qui sont offerts dans la liste et ça va nous donner +1 au jet de touche contre un certain type d'unité, soit des héros, des sorciers, soit des totems, soit des machines de guerre ou des monstres. Ouais, ben c'est très anecdotique, hein, fait que c'est limité comme effet, donc selon moi, c'est pas très bon. Donc, on voit que les traits de bataille de cette tribu-là sont peut-être moins bons que ceux des autres tribus parce qu'ils sont plus circonstanciels. Je ne pense pas que ça va être la tribu la plus choisie parce qu'en plus, on va le voir, les traits de commandement et les artefacts sont relativement faibles. D'ailleurs, on passe au trait de commandement extrêmement amer. Vous pouvez choisir un deuxième dégoût féroce qui s'applique seulement à votre général. Bon, les dégâts féroces ne sont pas très bons, donc en choisir un deuxième, c'est pas excellent. Voie rouge. Alors, à la phase de combat, si ce général est à 3 pouces d'un terrain défendable ou d'une unité ennemie qui est entièrement sur un terrain, utilisez la première ligne du tableau de dégâts de ce général, quel que soit le nombre de blessures qui lui sont allouées. Et très circonstanciel. Il faut que notre général ait commencé à baisser dans sa charte dégressive, qu'il soit à la bonne place. On sait que la charte dégressive n'est pas extrêmement punitive. C'est complètement circonstanciel. C'est pas très bon. Ensuite, bon, les artefacts de pouvoir qui sont pas excellents non plus. Tu disais, les artefacts de pouvoir de la tribu des casseurs. Le premier, c'est gros briseur. Alors, c'est un brise-porte seulement. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de fléau brise-fort du porteur est 6, l'attaque cause des 3 blessures mortelles à la cible en plus des autres dégâts. Sauf qu'il y a un petit nombre d'attaques, donc on lancera pas beaucoup de 6. Ça augmentera pas beaucoup la létalité. Il y a des meilleurs artefacts que ça, comme on l'a vu, donc c'est pas un bon choix. Et capuche de massacreur de roi, brise porte seulement, ajoutez un au jet de blessure pour les attaques du porteur qui cible un héros ennemi. Capuche de massacreur de roi. Le nom, ça roule pas tout à fait en bouche. Ouais, donc plus on jette de blessure, c'est assez circonstanciel parce que ça cible un héros. C'est pas mauvais en soi, mais ça reste que c'est anecdotique ou c'est circonstanciel. Donc, on a des meilleurs artefacts que ça, on l'a vu. Ensuite, on passe à la tribu des broyeurs.
Frappe broyeuse d'os. Quand une unité de gargant broyeur d'homme ami combat, si elle est à 3 pouces d'un monstre ennemi, vous pouvez déclarer qu'elle va porter une frappe broyeuse d'os. En ce cas, jusqu'à la fin de la phase, la caractéristique d'attaque de la masse colossale de l'unité est 1 et ne peut être modifiée. La caractéristique de dégâts est 4d6 et toutes les attaques avec sa massue colossale doivent cibler un monstre ennemi. Ça, c'est très, très bon contre les monstres. Donc, c'est vraiment la tribu qu'on va jouer si on est dans un méta ou si on joue contre un adversaire qui joue des gros monstres. C'est d'ailleurs la tribu du nouveau venu, le méga gargant casse-bête, qui est la nouvelle version qui n'était pas disponible avant. Et il a une habilité semblable sur son War Scroll à lui. Donc là, cette tribu-là, sa tribu donne la même habilité ou très semblable au broyeur d'hommes. Les broyeurs d'hommes, on peut les jouer en unité de 3. Donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver à avoir 3 attaques ou sur 3 plus, reine moins 2. Si l'attaque passe, c'est 4 des 6 dégâts. Donc, c'est en moyenne 14 dommages. Donc, si on a 3 méga gargants qui font cette attaque-là, les probabilités qu'il y en ait au moins une, voire deux qui passent contre le monstre qu'on cible sont élevées. Donc, essentiellement, ton unité de broyeur d'hommes, avec ça, elle détruit n'importe quel monstre qu'elle touche. Même le futur Archeon avec son 25 points de vie sur une ward à 5 va le sentir passer si jamais il se fait attaquer par ce genre de géant-là. Donc, vraiment, si on joue dans un méta qui a des monstres, c'est très bon, là. Ensuite, c'est rien que des égratignures. Vous pouvez utiliser cette habitude de commandement au début de la phase de combat. Seul votre général peut donner l'ordre et l'unité qui reçoit l'ordre doit être une unité de gargant broyeur d'homme ami. Jusqu'à la fin de la phase, utilisez la première ligne du tableau de dégâts de l'unité, quel que soit le nombre de blessures qui lui sont allouées. De plus, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité est tuée, si l'unité n'a pas encore combattu à cette phase, la figurine peut combattre avant d'être retirée. C'est cette dernière phrase-là qui vient faire toute la force de cette aptitude de commandement. En fait, nos broyeurs d'hommes sont relativement fragiles, hein. Ils ont chacun 12 points de vie sur une sauvegarde à 5. Donc, si notre unité de 3 se fait charger par quelque chose qui cogne moindrement fort, on va en perdre un, probablement deux, puis si on est malchanceux, 3 juste sur la charge. Donc là, avec cette aptitude de commandement-là, ça nous permet de nous assurer que notre unité de broyardom qui s'est fait charger va pouvoir attaquer à pleine force, même si elle se fait tuer. Donc vraiment, c'est très, très bon pour rentabiliser nos broyardoms, sachant surtout qu'en Sons of Behemoth, on n'a pas vraiment d'écran. Donc, souvent, on va se retrouver à subir les charges ennemies. Donc, là, ça vient un peu mitiger l'effet négatif de souvent se faire charger sans écran. Passe ensuite au trait de commandement des tribus de broyeurs. Voie vert. Alors, une fois par bataille, au début d'une phase, vous pouvez dire que ce général est la manifestation de Gorka Morka. Si vous le faites, il y a une protection de 4 contre les blessures mortelles jusqu'à la fin de la phase. Et comme c'est seulement contre les blessures mortelles, seulement une fois par bataille, dans une seule phase et non un tour, c'est très limité. On ne choisira pas ça. OK. Gobert de moelle. Chaque fois qu'un monstre ennemi est tué par ce général, j'étais autant de dés que la caractéristique de blessure du monstre. Pour chaque jet de 5 vous pouvez guérir une blessure allouée à ce général. Ben, là aussi, c'est amusant. On tue un monstre, on se guérit. Mais sur 5 si on tue un monstre de 12 points de vie, on va se guérir en moyenne de 4 blessures. Donc, ça reste limité pour un trait de commandement, sachant qu'on a, encore une fois, je me répète, des meilleurs traits de commandement que ça qu'on a vu déjà préalablement. Puis en plus, l'armée ennemie aura peut-être pas de monstre qu'on va pouvoir cibler. Le monstre, s'il y en a un dans l'unité ennemie, sera peut-être pas en contact avec notre général. Bref. Effectivement. Mais si on choisit la tribu broyeur, c'est qu'on s'attend à rencontrer des monstres, qu'on sait qu'on est dans un méta où il y a beaucoup de monstres, ou que dans notre groupe d'amis ou l'ami contre lequel on va jouer joue plusieurs monstres, parce que sinon, c'est pas la meilleure tribu à choisir. On passe aux artefacts de pouvoir. Le fracasseur, casse-bête seulement, si le jet de blessure non modifié pour une attaque de massue menhir qui cible un héros, un monstre ou une machine de guerre ennemie donne 6, l'armure de l'unité a été fracassée. Si l'armure d'unité a été fracassée, ignorez les modificateurs positifs au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent jusqu'à la fin de la bataille. Ben ça, c'est vraiment pas très bon, là. Ça fait juste empêcher l'adversaire de se donner un all-out defense ou un Mystic Shield pour le reste de la bataille. C'est très anecdotique. Je pense pas que ça va être choisi souvent, cet artefact.
Et dernier artefact, manteau de défense et de corne, casse-bête seulement. Une fois par bataille, début de la phase de combat, vous pouvez déclarer que le porteur va canaliser la WAG. En ce cas, ajoutez un au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée des unités de fist de Behemoth amis jusqu'à la fin de la phase. Ça, c'est bon parce que c'est en fait un all-out attaque à toute l'armée. C'est une fois par bataille, mais au bon moment, on sait souvent qu'on a un ou deux tours où vraiment là, le combat se passe là, qui sont cruciaux dans une partie de AOS où la plupart, souvent, ça va être tour 2, tour 3, où toutes les unités sont engagées en combat. Donc là, se donner un all-out attaque sur toute l'armée, ça peut être certainement bon. Euh, Encore une fois, cet artefact de pouvoir-là est en compétition avec d'autres très bons, donc ce ne serait pas mon premier choix. Et on passe finalement à la dernière tribu, la tribu des écraseurs. D'abord, les traits de bataille des écraseurs. Euh, Beuglement. Après que votre général a donné un ordre à une unité de gargants broyeurs d'hommes amis, jusqu'à la fin de la phase, il peut donner la même ordre à une autre unité de gargants broyeurs d'hommes amis sans dépenser d'autres points de commandement. Ça, c'est bon. On peut donner, par exemple, un attaque en règle ou défense en règle, ou même la course, en fait, à deux unités plutôt qu'une, pour un seul point de commandement. Donc, très bien, très bon. On le prend. Ça ajoute des ressources, c'est parfait. Oui, puis c'est vraiment la faction qui est peut-être la meilleure si on veut jouer beaucoup de broyeurs d'hommes, donc de Man Crusher. Donc, ouais, ça augmente l'efficacité de nos géants. Ensuite, attrapez ces pierres et jetez-les. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de tir. L'unité qui reçoit l'ordre doit être une unité de gargants broyeurs d'hommes amis. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez un à la caractéristique d'attaque des lance-pierres de l'unité. Ouais, ben, c'est pas une attaque qui est extrêmement forte, là. C'est une attaque quand même à D3, mais concrètement, est-ce qu'on va vraiment dépenser un point de commandement pour ça? Il faudrait vraiment avoir besoin, par exemple, de finir un héros qui est derrière des lignes adverses pour aller prendre ce risque-là, parce que c'est pas nécessairement un CP bien dépensé, d'autant plus que les Sons of Behemoth n'ont aucun moyen dans leurs règles de générer plus de points de commandement que les points de commandement là, donnés de base. Donc, les points de commandement vont être précieux. Je l'ai dit tantôt, ils ont une mauvaise sauvegarde d'armure aussi, nos géants. Donc, on va tout le temps vouloir avoir un CP à chaque tour pour donner all-out defense, probablement. On est capable d'aller chercher du course et charge. Donc, la course à 6 pouces va devenir importante. Donc, nos CP sont précieux. On n'en a pas beaucoup. Je pense pas qu'on va en dépenser pour ça. Ensuite, allez au charbon. Ajoutez un aux dégâts infligés pour chaque attaque réussie d'une unité gargant broyeur d'hommes ami si elle cible une unité ennemie contre 10 à 19 figurines. Ajoutez 2 aux dégâts infligés pour chaque attaque réussie d'une unité de gargant broyeur d'hommes ami à la place si elle cible une unité contre 20 figurines ou plus. Mais comme les gros packs de gobelins sont dominants dans le méta, c'est excellent. Blague à part, euh, ça reste qu'on n'est pas dans un méta où il y a beaucoup de grosses unités, mais s'il y en a, elles vont passer à la moissonneuse-batteuse. Là, c'est l'équivalent du bonus des hunters, des bounty hunters, des chasseurs de primes. On voit à quel point c'est fort. Donc, c'est circonstanciel. Il faut avoir une grosse unité contre soi, mais ça augmente énormément la létalité de nos man crushers au besoin. Ensuite, les traits de commandement. Étreinte implacable. Quand vous utilisez l'aptitude corps projeté de ce général, vous pouvez relancer les 2 jets de dés. C'est pas une attaque qui est extrêmement forte, donc relancer les jets de dés, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre un trait de commandement pour ça? Non. Cependant, on va le voir, il y a une tactique de bataille qui est liée à la réussite de ces jets-là. Donc, à la limite, ça se défendrait sous cet angle-là, mais on va préférer d'autres tactiques de bataille de toute façon, donc je pense pas que ce trait-là va être choisi souvent. Ensuite, avide de se battre, vous pouvez tenter une charge avec ce général s'il est à 18 pouces d'une unité ennemie au lieu de 12 pouces. De plus, jetez 3d6 au lieu de 2d6 quand vous faites un jet de charge pour ce général. Ben, ça, c'est très bon. En fait, ça permet d'augmenter énormément la portée de notre général pour ses charges. Pour avoir joué souvent cette habilité-là avec Kragnos, c'est vraiment très, très bon. Ça nous permet vraiment, là, les charges à 14-15 pouces, d'aller chercher des unités que l'adversaire pensait hors d'atteinte. Donc, ça surprend, ça gagne des parties occasionnellement. C'est un très bon trait de commandement. Après ça, il y a des choix à faire parce qu'on a juste un trait de commandement par armée. Donc on a l'embarras du choix dans les Sons of Behemoth.
Ensuite, les artefacts de pouvoir, massue du premier chêne. Alors, piétineur de guerre seulement. À votre phase 0, vous pouvez guérir une blessure allouée au porteur de plus tant que le porteur a au moins 25 blessures allouées. Il a une protection de 5+. La première partie, la guérison d'une blessure à notre phase de héros, c'est anecdotique. Donc, à première vue, cet artefact-là, je l'ai trouvé bon. Je me suis dit, wow, une sauvegarde, une protection en fait à 5 plus sur les 10 derniers points de vie, voire sur les 15 derniers points de vie si on prend le trait de commandement qui donne 5 points de vie de plus à notre méga gargant. Mais ensuite, Vincent, tu m'as fait remarquer qu'il y a l'amulette dans les artefacts génériques qui permet d'aller chercher une protection à 6 plus. Puis sur une protection à 6 plus sur 35 points de vie, statistiquement, c'est meilleur qu'une protection à 5 plus sur 10 ou 15 points de vie, puis elle n'est pas jouée. Donc, on n'a pas de raison non plus de jouer cet artefact-là. Donc, j'avais mis un petit commentaire, comme on voit dans la présentation, que c'était excellent. Après avoir fait des petits calculs mentaux, on se rend compte que c'est pas aussi excellent que ce l'est à première vue. Donc, je me ravise là-dessus. Ensuite, manteau du destructeur, piétineur de guerre seulement. Les unités de fils de Behemoth émis à 12 pouces du porteur ont une caractéristique de bravoure de 10. Euh, Pas très utile. Bon, nos méga gargants, pardon, nos man crushers sont en unité de 3 maximum. C'est sûr qu'ils n'ont pas une très bonne bravoure. Si on en perd deux, on peut perdre l'autre assez facilement. Mais en même temps, est-ce que ça vaut un artefact de pouvoir pour ça? Assurément pas. On en a vu des plus intéressants déjà. Oui, vraiment, vraiment. On passe maintenant au jeu égal. D'abord, les grandes stratégies. Alors, la revanche de Brod, vous pouvez choisir cette grande stratégie seulement si votre armée inclut le roi Brod. Quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie si le roi Brod, ami, n'a pas été tué et vous avez choisi chacun des 3 effets de la prière puissance de Behemoth afin qu'il s'applique au moins une fois dans la bataille. Les trois prières de Brod sont très bonnes. On va vouloir les lancer. Donc, ça va. Elles sont réussies sur 3 plus. Donc là, on se retrouve à avoir 5 tours pour réussir 3 prières sur un 3 plus. Donc là, ça devient un petit peu plus contraignant parce que si on a raté, on peut arriver à la fin qu'il nous reste une des 3 prières à lancer. C'est pas celle dont on aurait vraiment besoin ce tour-là, mais on est obligé de l'essayer pour réussir notre grande stratégie. Et en plus, ça dépend de la survie de Brod. Brod a quand même 40 points de vie, mais on le sait, les géants, ça peut mourir. Il y a plusieurs armées qui sont capables de les sortir. Donc, c'est vraiment pas certain comme grande stratégie. C'est risqué. Ensuite, que la terre tremble. Quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie si une unité amie a couru ou fait un mouvement de charge à chaque ronde de bataille. Ce ne doit pas être forcément la même unité à chaque fois. Si ma mémoire est bonne, c'était déjà dans le White Dwarf qui avait, dans les grandes stratégies qui avaient amené le White Dwarf. Et je pense pas que c'était très joué. Moindrement que tous nos méga gargants sont en combat pendant un tour, ben on peut ni courir ni charger. Donc, on n'a pas d'habilité qui nous donne replier charge ou quoi que ce soit. Donc, c'est facile de se retrouver à pouvoir la rater, à moins de prendre un Man Crusher Gargant à 150 points, le laisser en arrière puis le faire courir chaque tour tout seul comme un con en fin de territoire juste pour réussir notre grande stratégie. Mais bon, il y a mieux, je pense. Ensuite, sur le sentier de la guerre, quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie si toutes les unités amies du champ de bataille sont dans le territoire ennemi. Mais encore là, il y a certains scénarios dans lesquels la zone de déploiement ennemi est relativement étroite, hein, avec 11 pouces. Ça nous oblige finalement souvent à avoir aucun méga gargant, aucun gargant sur les objectifs qui sont parfois au centre. Donc, dans certains scénarios, ce sera pas facile à faire et ça va être désavantageux de le faire. Ensuite, montrez-leur qui c'est le patron. Au début de la bataille, l'unité ennemie qui a la plus haute caractéristique de blessure est le chef. Si plusieurs unités sont à égalité pour ce titre, choisissez laquelle est le chef. Quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie si le chef a été tué et si la figurine choisie pour être votre général n'a pas été tuée. Les méga gargants ont les ressources pour aller tuer la plupart des unités adverses qui ont le plus grand nombre de points de vie. Mais souvent, les adversaires vont pouvoir aussi tuer notre général. Donc, le défi dans cette grande stratégie-là, c'est de garder notre général en vie, ce qui n'est pas donné. Moi, je vais avec que la terre tremble, je m'achète un petit gargant, je mets des pompons comme les cheerleaders, puis je le fais juste courir en arrière pour faire les battles tactiques. Moi, je peux dire, le joueur qui arrive avec ça sur la table, dans mon cœur, il a gagné. Ah ouais, moi aussi, assurément, assurément.
Ensuite, tactique de bataille. À moi, choisissez un objectif sur le champ de bataille n'étant pas dans votre territoire. Vous accomplissez cette tactique si cet objectif a reçu un coup de pied et se retrouve entièrement dans votre territoire à la fin de ce tour. Ouais, ça, c'est seulement un des méga gargants qui a cette habilité-là, donc il faut le jouer dans notre liste hein, pour pouvoir tenter cette tactique de bataille-là. Dépendamment du scénario aussi, dans certains cas, ça va être facile, presque automatique en fait, cette tactique-là. Dans d'autres cas, ça va être plus difficile, mais c'est un bel outil de plus qu'on a dans nos options. Là. Ça, c'est bon. C'est probablement la plus facile à réussir dans les cinq qui sont là, dans les six qui sont là. Ensuite, épaviste, vous accomplissez cette tactique si un terrain de faction ennemi est démoli à ce tour. C'est sur 3 plus, donc on a une chance sur 3 de rater notre tactique de bataille. Je n'aime pas. Ensuite, jeu de quilles, vous accomplissez cette tactique à la fin de ce tour si un piétineur de guerre ami a utilisé son aptitude corps projeté, si une figurine ennemie a été tuée par la première partie de cette aptitude et si une unité de ligne ennemie a été ciblée par la seconde partie et a subi au moins une blessure mortelle. Ouais, puis il faut aussi que ce soit un soir de pleine lune. Euh, c'est, il y a plusieurs moments où ça peut aller mal. Elle est très Mhm. risquée, celle-là, très dépendante des jets de dés. Ouais. Fureur des titans, vous accomplissez cette tactique si vous effectuez des fureurs monstrueuses, prises de bêtes, rugissements sinistres et plaquage colossal pendant ce tour. Fait que même tour, il faut réussir 3 fureurs monstrueuses qui chacune se réussit sur un 3 plus. Donc, les probabilités d'échec sont élevées. Mhm. Splat, et on est original dans le nom ici. Choisissez un héros ennemi, vous accomplissez cette tactique si ce héros est tué par des blessures provoquées par une attaque faite à ce tour avec un lancer de pierre, des débris de projet, des débris projetés ou un rocher projeté. Ouais, c'est les attaques de tir, en fait. Les attaques de tir sont pas extrêmement létales, donc ça peut se réussir si le héros est déjà blessé, peut-être, puis là, on a plus qu'un géant qui peut tenter des tirs au même tour. Ça peut valoir la peine de l'essayer, mais c'est ça, ça va être circonstanciel comme utilité. OK. Et violence colossale pour terminer, choisissez un méga gargant ami. Vous accomplissez cette tactique si vous effectuez la fourrure monstrueuse, duel titanesque avec cette unité à ce tour, et si le monstre ciblé a été tué par des attaques du méga gargant choisi à ce tour. Mais ça se fait. Celle-là, c'est une autre qui est relativement facile, là. Donc c'est un bel outil dans la boîte à outils des méga gargants. Belle tactique. Excellent, mais ils ont été quand même raisonnables dans les tactiques et les grandes stratégies, là. Ils n'ont pas donné ça trop facile, comme on l'a vu dans certains BT précédents, où là, finalement, faire nos 5 tactiques, c'est presque automatique à chaque partie, là. Non, on n'est pas dans le niveau des Daughters of Cain, mettons, là, qui sont peut-être l'archétype des tactiques de bataille faciles, là. Et on remarque aussi ici, contrairement à d'autres BT, il n'y a aucune des tactiques de bataille qui permet d'aller chercher un point supplémentaire. On le sait à quel point c'est fort quand on est capable d'aller chercher un point supplémentaire. Là, c'est pas le cas. Donc, non, c'est vraiment très raisonnable, disons. Et on arrive maintenant aux chartes d'unité et à tout seigneur, tout honneur. On commence par le roi lui-même, nouvelle figurine qui vient d'être introduite. En fait, c'est l'ancien kit auquel on aurait ajouté certaines pièces, là, dont une massue qui est gigantesque. Alors, bon, on commence peut-être. Il y a certaines habiletés, on prend le temps de les lire parce qu'il y a plusieurs habiletés qui vont revenir sur tous les méga Gargants. Alors, on va commencer. Bon, lui, une habilité qui est particulière à lui, il est maître de guerre. Donc, si elle est inclue dans une armée fils de Behemoth, elle compte comme un général, même si c'est pas la figurine qui est choisie comme général. Tant mieux, ça nous permet d'avoir un deuxième général, de générer des CP supplémentaires si notre général meurt. Bon. Piétinement surpuissant. Ajoutez un ou jet de touche pour les attaques de piétinement surpuissant de cette unité qui cible une unité ennemie et a une caractéristique de blessure de 3 ou moins. Bon, on le voit, le piétinement surpuissant, presque tous les mégas sauf un long. Ce bonus-là, c'est transversal à tous les mégas gargants. C'est 2 attaques, 3 plus, moins 2 D3. Donc là, on a un plus un pour cibler les unités qui ont une caractéristique de blessure de 3 ou moins. On le prend, mais c'est anecdotique. Ensuite, rampant. À chaque phase de charge, la première fois qu'un monstre ennemi à 3 pouces de cette unité est choisi pour effectuer une fureur monstrueuse, jetez un dé. Si le résultat est égal ou supérieur à la valeur de rampant du tableau de dégâts ci-dessous, le monstre ennemi ne peut pas effectuer de fureur monstrueuse à cette phase. Donc ça c'est intéressant. Ça empêche notamment le rugissement.
qui est souvent Mhm. très bon pour empêcher de se donner à l'out defense. Donc là, quand le roi Brode est en pleine santé, c'est sur 2+ que le monstre adverse ne peut pas faire de fureur monstrueuse. Donc c'est très, très bon. Et c'est spécifique, cette habileté-là, au roi Brode. Les autres méga gargants n'ont pas cette habileté-là. Donc j'ai trouvé ça original comme habileté. Et on voit vraiment, hein, on lit le Battle Tome, on avance dans le Battle Tome, on voit vraiment que les méga gargants sont des chasseurs de monstres. Ils ont Mhm. plusieurs bonus contre les monstres, aussi contre les hordes ou les unités nombreuses ou les unités qui ont juste un ou deux ou ici trois points de vie ou moins, mais c'est vraiment contre les monstres que cette armée-là va briller. Ensuite, charge broyeuse. Après que cette unité a fait un mouvement de charge, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 1 pouce d'elle. Sur un jet de 2+, l'unité ennemie subit D3 blessures mortelles si elle est un monstre ou D6 blessures mortelles si elle n'est pas un monstre. C'est des belles blessures d'impact, hein. Toutes les unités ennemies à 1 pouce. Si ce n'est pas des monstres, c'est D6 sur 2+, donc c'est un stomp sur les stéroïdes. Et ça ne nous empêche pas de faire la fureur monstrueuse stomp par la suite non plus. Donc c'est vraiment en plus. Et ça, tous les méga gargants ont cette même charge broyeuse-là. Donc ça, une petite source de blessures mortelles que pour une armée qui, par ailleurs, a très peu de blessures mortelles, produit très peu de blessures mortelles. Donc là, c'est une de nos très rares sources de blessures mortelles. On le prend. Ensuite, étreinte fatale. Quand on détermine les dégâts infligés par une attaque d'étreinte fatale de cette unité qui cible un monstre ennemi, vous pouvez jeter 2 dés au lieu d'un et choisir l'un des deux résultats. Bon, c'est une habilité en fait qui fait une attaque, pardon, qui fait D6 dégâts lorsqu'elle passe. Donc là, on peut lancer 2 dés, garder le meilleur des deux. Donc ça vient fiabiliser un peu notre D6 qui est très aléatoire, mais seulement contre les monstres, encore une fois. Puis il n'y a rien de plus désagréable qu'une attaque à D6 où tu roules un 1 ou là tu fais ah. Fait que là, Mhm. si t'en roules 2, Tu peux bon, rouler un ça 1 et fiabilise. un 2 puis garder le 2. Ouais, ça, c'est ce que tu roules quand tu comptes moi. Fait que c'est... Alors, Malheureusement. longue jambe, quand cette unité fait un mouvement normal, court ou se replie, elle peut passer à travers les autres figurines qui ne sont pas des monstres et les parties de terrain qui mesurent moins de 4 pouces de haut, de la même manière qu'une unité qui peut voler. Bon, ben, c'était là avant. Les géants peuvent enjamber donc les obstacles. Donc, c'est resté comme avant. Ensuite, fils de Behemoth, si l'effet d'un sort ou d'une attitude est censé tuer cette figurine sans lui infliger de blessure ni de blessure mortelle, elle subit D6 blessures mortelles au lieu d'être tuée. C'était là avant, c'est encore là. Tous les méga gargants ont ça. Ils ne peuvent pas être slain par une habilité. C'est des 6 blessures. Oui. Ça devrait être une habileté en fait qui se retrouve sur tous les gros héros à 500 points ou plus. Je pense devrait Oui, avoir une habileté similaire parce que c'est tellement désagréable de perdre un arcan ou un agache sur un mauvais jet de dés. oui, Ben, exactement. il y a un petit thrill et un petit stress quand tu vois l'adversaire rouler le dé, mais bon, c'est plate quand ça se gagne sur un jet de dé seulement. Absolument. Ensuite, terreur. Les unités ennemies ne peuvent pas recevoir l'ordre présence exaltante tant qu'elles sont à 3 pouces d'une ou plusieurs unités amies ayant cette aptitude. Très bon, on en a parlé tantôt. Tous les méga gargants ont cette habilité-là. Donc, ça permet de peut-être faire fuir plus de modèles adverses que ce serait le cas s'ils pouvaient prendre un point de commandement pour ça. Donc, on le prend. C'est un beau petit bonus. Très bon. Puis Parfait. indirectement, ça protège nos méga gargants parce que l'adversaire, parfois, va choisir de retirer ses modèles pour ne plus être à 3 pouces, pour ne pas avoir à subir l'habileté du roi, par exemple. Fait Mhm. il ne voudra pas répliquer, alors que s'il peut se prendre, il sait qu'il peut se prendre un point tout simplement pour Inspiring Presence, il va peut-être décider de rester en contact, essayer d'infliger un peu de blessure. Donc, bonne habileté ici, surtout si on revient dans un état de horde éventuellement, ça va être Mhm. encore meilleur. Ouais, je l'ai affronté plus souvent, cette habilité-là, parce que les Night Hunt ont cette habilité-là aussi. Donc, c'est vraiment embêtant. C'est une très, très bonne habilité. Faut pas négliger son effet là, dans certaines situations. Méga chute, si cette figurine est tuée, avant de retirer du champ de bataille, les joueurs tirent un dé. Le vainqueur choisit un point sur le champ de bataille à entièrement 3 pouces de l'unité tuée. Chaque unité à 3 pouces du point qui n'est pas un méga gargant subit D3 blessures mortelles, puis la figurine tuée est retirée du champ de bataille. Oui, en fait, le point, on le place à exactement à 5 pouces. Oui, Puis ensuite. effectivement, ce sont toutes les unités à 3 pouces. C'était là avant de mémoire. Là, l'habilité n'a pas été changée par rapport à avant. Donc le géant s'écrase puis fait des blessures aux unités qui ont le malheur d'être sous son corps flasque mais volumineux.
Puis comme le joueur méga joue d'autres méga généralement, lui, quand il rate le jet de dés, ça lui fait généralement pas grand-chose, alors que l'adversaire, lui, peut subir des blessures. Voilà. Puissance de Behemoth. Puissance de Behemoth est une prière qui a une valeur de lancement de 3. Ajoutez 1 au jet de récitation si un monstre ennemi a été tué par cette unité pendant cette bataille. Si elle est exaucée, choisissez un des effets ci-dessous. Chaque effet peut être choisi qu'une seule fois par bataille. Donc, on en a 3. On a fendre les montagnes, ajouter 2 pouces à la caractéristique de mouvement des unités fils de Behemoth amis jusqu'à la fin du tour. Il n'y a pas de portée, c'est juste l'entièreté de la table, toutes les unités. Ensuite, de puissance à terre, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées à chaque unité fils de Behemoth ami. Puis finalement, tout réduire en poussière, améliorer de 1 la caractéristique de perforation des armes de mêlée suivantes utilisées par les unités fils de Behemoth amis jusqu'à la fin du tour. Alors, obélisque de Thor, crânier, massue, mais bref, Mais ce je ne les sont dirai toutes pas les toutes. grosses, ce sont toutes les grosses massues, en fait, là, les Mhm. attaques principales des méga gargants. Donc, c'est vraiment une super bonne idée d'avoir introduit un prêtre dans cette armée-là. Je trouve que c'est vraiment bien. Et les 3 prières sont très bonnes. Elles vont dans le sens des lignes directrices que je disais tantôt aussi. Donc, on peut aller chercher du mouvement, plus 2 pouces à toute la table. C'est super bon. On peut aller chercher de l'endurance, hein, avec la possibilité de guérir et ensuite augmenter la létalité parce qu'en allant chercher un rend de plus sur les grosses attaques, ces grosses attaques-là, qui sont pour la plupart à 5 dégâts flat chacune, euh, ben on va chercher du rend 3 au lieu du rend 2 ou du rend 4 plutôt que du rend 3. Donc, du rend 3, ça commence à rentrer, puis du rend 4, ça passe à travers n'importe quoi. Donc, ce sont vraiment des très belles prières qui sont chacune utiles à des moments différents de la partie. Donc, vraiment, là, très, très beau, très, très belle unité que ce roi Brode. Pour 580 points, il est à peine plus cher que les méga gargants les plus chers. Pour ce qu'il apporte, moi, je trouve qu'il vaut les 60 points de plus comparativement aux 2 gargants à 520 points parce que sa létalité, puis à la fin, quand on aura fini de présenter les War Scrolls des méga gargants, j'ai préparé un tableau où on compare là, la létalité, les dégâts que chacun des méga gargants peut produire. Lui, il est vraiment dans la moyenne des méga gargants. Il cogne aussi fort que les autres, mais les prières qu'il apporte valent vraiment la peine, selon moi. Donc, pour vous donner une unité, là, en termes de létalité, s'il attaque un adversaire sans aucun bonus, s'il attaque un adversaire qui a une sauvegarde à 3 plus, il va faire en moyenne 8,4 blessures. Donc, c'est pas beaucoup, c'est pas très fort, mais les méga gargants cognent pas très fort pour leurs points quand on fait un ratio. Mais bon, c'est plus une armée, ça n'a jamais été une armée qui cognait extrêmement fort de toute façon. Mais en même temps, là, j'ai fait les mêmes stats, j'avais un constructeur pour une figurine à 580, c'est pas beaucoup, mais on rajoute qu'ils ont des blessures d'impact qui peuvent faire des 6 blessures mortelles à plus qu'une unité quand ils chargent. On rajoute qu'il peut empêcher le rugissement de l'autre, donc lui se donner une fureur monstrueuse, mais il n'en donne pas à l'autre. Ils ont plusieurs fureurs monstrueuses. Bref, quand on additionne ça, ça augmente un peu la létalité, mais Oui, effectivement, qu'il y a des figurines à 500 points qui cognent plus dans le jeu que les méga gargants. assurément. Mais c'est quand même une très belle unité. Alors, encore une fois, c'est un nouveau méga gargant, c'est le casse-bête qui vient d'être introduit. Alors, on a d'abord piétinement surpuissant qu'on a déjà vu, et on a ensuite frappe brise-bête. Quand cette unité combat, si elle est à 3 pouces d'un monstre ennemi, vous pouvez déclarer qu'elle va asséner une frappe brise-bête. En ce cas, jusqu'à la fin de la phase, la caractéristique d'attaque de la massue menhir de cette unité est 1 et ne peut pas être modifiée. La caractéristique de dégâts est 5d6 et toutes les attaques faites avec sa massue menhir doivent cibler un monstre ennemi. 5 des 6, c'est en moyenne 17,5 blessures. Donc, si l'attaque passe, ça fait très mal. Ça reste une attaque hein, qui va. Normalement, il y a 3 attaques, 3 plus, 2 plus, moins 3, 5. Là, elle passera à une attaque, encore une fois, 3 plus, 2 plus, moins 3, 5 des 6. Donc, j'ai fait des statistiques. Vous voyez le petit tableau à l'écran. Quand il frappe un monstre avec cette habilité-là, ses dégâts sont un peu plus élevés, même peu importe la sauvegarde du monstre. Donc, contre un monstre, c'est statistiquement plus avantageux de prendre l'attaque tout ou rien. Cependant, évidemment, c'est tout ou rien. Donc, si on rate notre jet pour toucher, pour blesser, ou le monstre réussit sa sauvegarde, ben là, on vient de faire 0. On a une chance de faire 5 des 6.
Donc, quand on est contre un monstre qui est en pleine forme, donc il a tous ses points de vie, je pense que ça vaut la peine de l'essayer pour vraiment essayer de le tuer d'un coup. Par contre, si le monstre a déjà été blessé, qu'il lui reste seulement quelques points de vie, ben là, j'irais pour la fiabilité de réussir une des trois attaques à 5 points de vie puis d'achever le monstre. Donc, il y a une décision aussi liée aux circonstances qu'il faut prendre, mais contre un monstre en pleine forme, par exemple un monstre classique à 12 points de vie, sauvegarde à 3, on a un petit peu plus de chances de faire plus de dégâts si on prend l'attaque où on met tous nos œufs dans le même panier. Ensuite, on a bon, charge broyeuse, étreinte Très fatale, fatal. longue jambe, fils de Behemoth, terreur et méga chute, toutes des habilités qui vont revenir sur toutes les chartes d'unité. Et on a finalement Castagneur de Behemoth. À la fin de la phase de charge, si cette unité est à 3 pouces d'un ou plusieurs monstres ennemis, vous pouvez effectuer 2 fureurs monstrueuses avec elle au lieu d'une. Si vous le faites, chaque fureur monstrueuse effectuée avec elle doit être différente et doit cibler un monstre ennemi. Ben, ça, c'est un beau petit bonus. C'est très bon, en fait. Là, on s'imagine contre un monstre, on peut, par exemple, le rugir pour lui empêcher de se donner défense en règle, puis en plus, prendre le +1 au jet de touche du duel titanesque. Donc, tu sais, il y a des belles combinaisons comme ça à faire. Donc, contre les monstres, c'est vraiment très bon. C'est vraiment le casse-bête. Il porte bien son nom. Il est là pour tuer des monstres. Je vais tout de suite introduire aussi les mercenaires. Donc, c'était déjà quelque chose qui était présent dans l'ancien Battletome. En fait, c'est simplement que chacun des 4 méga-gargants a une version nommée qui peut être prise en mercenaire, donc en allié dans les autres armées que les Sons of Behemoth. Chacun des méga-gargants est assigné à une grande alliance. Donc, chacun ne peut être pris en allié que dans cette grande alliance-là. Cependant, chacun des 4 peut être pris en allié dans une armée de la destruction. Donc, ça permet de jouer les méga gargants dans toutes les armées du jeu. C'est intéressant, c'est bon. Comme je disais en introduction aussi, ils ont ajouté dans le BT une petite habilité particulière à chacun de ces mercenaires-là pour compenser le fait que, un, ce sont des personnages nommés, donc qui ne peuvent pas prendre d'artefacts de pouvoir ni rien, et qu'ils ne bénéficient pas des bonus d'allégeance de l'armée à laquelle ils se joignent, évidemment, mais n'ont pas non plus l'excellent bonus d'allégeance qui vient avec les Sons of Behemoth, qui leur permet de compter pour 20 modèles là, pour le contrôle d'objectifs. En allié, ils ne comptent que pour 5. Donc, dans le cas du méga gargant, qui est notre nouveau venu dont on vient de parler, dont le nom là, de mercenaire est Odo God Swallow, donc Odo, la valeur de Dieu, ou quelque chose comme ça en français. Donc, lui, son bonus, en fait, c'est que il a +1 à ses jets de touche quand il cible un monstre. Donc, ça vient fidéliser pas mal son attaque unique hein, qui permet de faire 5 des 6 dégâts dont on vient de parler. À ce moment-là, elle va se retrouver à toucher sur du 2, blesser sur du 2, rend -3. Donc, la probabilité de réussir l'attaque est augmentée un peu. Celui-là peut être pris seulement en mercenaire dans une armée de la destruction. On passe ensuite au méga gargant piétineur de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial avec lui? Alors, premièrement, un saut surpuissant. Ajouter un au jet de touche pour les attaques faites avec le saut broyeur de cette unité qui cible une unité ennemie ayant une caractéristique de blessure de 3 ou moins. Oui, c'est le seul qui n'a pas la même tout à fait attaque que les autres pour le saut. En fait, lui, il y a plus d'attaques. Il y a 4 attaques plutôt que 2 pour le saut. Autrement, les autres, le toucher blessé, tout ça, c'est la même chose. Donc, il porte bien son nom, piétineur de guerre, donc son attaque de piétinement est un peu plus forte. Sinon, comme tu l'as dit tantôt, il y a toutes les mêmes habiletés que les autres méga gargants, à l'exception là, de sa masse de pierre titanesque, là, dont la caractéristique d'attaque est variable. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va compter le nombre de modèles ennemis à 3 pouces du géant. On va additionner la valeur dans le tableau. Donc, quand il est en pleine forme, c'est +4. Puis ça va donner le nombre d'attaques. Donc, le minimum d'attaques qu'il peut avoir, c'est 5, parce que c'est 4 plus un ennemi à portée. Le maximum est limité à 10. S'il y a un monstre qui est à 3 pouces, le monstre compte pour 4 modèles. Donc, ça va être quand même assez facile d'aller chercher le maximum de 10 attaques, pardon, sur la masse. Et quand il a 10 attaques avec sa masse, là, il cogne très fort. En fait, c'est celui qui cogne le plus fort des 4 méga gargants lorsqu'il est à son maximum de 10 attaques, et en particulier, en fait, contre les adversaires qui ont une faible sauvegarde. C'est là qu'il va briller le plus, là, vraiment.
Sinon, en mercenaire, c'est assez anecdotique. Donc, on va soustraire un au jet de touche pour les attaques des unités ennemies qui sont à 6 pouces de lui s'il a déjà fait ses attaques avec son saut broyeur. Donc, c'est pas mauvais, mais ça va dépendre là, de l'ordre d'activation, en fait, là. Donc, pour 450 points, j'ajouterais que c'est quand même, le moins cher de méga gargants. Ça le rend intéressant, notamment pour entrer 4 méga gargants dans une liste. Parce qu'il y a deux des 4 méga gargants qui sont 520 points. Il y a le King Broad aussi qui est à 580. Donc, si on veut jouer 4 mégas, ça devient difficile. Il faut vraiment jouer un ou deux piétineurs de guerre, probablement deux, pour être capable d'aller chercher une configuration qui fonctionne. Notamment, par exemple, on pourrait avoir une liste avec King Broad, un des deux géants à 520 points, puis deux piétineurs de guerre, puis là, on arrive à 2000 points juste, c'est une possibilité. Évidemment, on a les Man Crushers à 150 points qui nous permettent aussi de venir arrondir nos listes, ou une unité de 3 Man Crushers, comme on va voir tantôt, pour 450 points. C'est une autre option là, qu'on a, mais c'est le moins cher des méga gargants, ne serait-ce que pour ça, il peut être intéressant. On passe ensuite au méga gargant Mange Kraken. Alors, on a encore une fois les mêmes habiletés. Hors de mes terres est une habileté qui vient s'ajouter. À votre phase de héros, si une ou plusieurs unités ennemies ayant cette aptitude sont sur le champ de bataille et à 1 pouce d'un ou plusieurs objectifs que vous contrôlez, vous pouvez choisir une de ces unités et déclarer qu'elle va pousser le coup de pied à coup de pied un objectif à 1 pouce d'elle. En ce cas, vous pouvez déplacer l'objectif jusqu'à 2 des 16 pouces vers un nouvel endroit sur le champ de bataille à plus d'1 pouce des figurines, des terrains et des autres objectifs. Ben ça, c'est très fort. C'était déjà là comme habileté. Ça revient, donc possibilité de déplacer des objectifs. Dans certains scénarios, ça donne une solide option sur la partie. Les possibilités tactiques sont très intéressantes. Et en plus, maintenant, on a une tactique de bataille qui est liée à cette habileté-là. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça peut être intéressant de jouer un manche Kraken. Le manche Kraken, il est de 490 points. C'est aussi celui qui doit être pris en général pour jouer la tribu des rafleurs, qui était celle qui, selon moi, est la meilleure. C'est celle qui donne les bonus là, pour le contrôle d'objectif, le plus 5 de contrôle d'objectif. Donc, je pense que c'est une version du méga qui va être beaucoup jouée pour ça. Cependant, c'est le moins létal. Il fait 7,2 blessures en moyenne contre un adversaire qui a une sauvegarde à 3+. C'est le moins létal, mais il y a des beaux trucs. On vient de parler du déplacement d'objectif. Il y a un tir à 24 pouces aussi. En fait, 3 tirs à 24 pouces qui font des 3 blessures. Et il peut aussi briser la cohérence avec son habileté, les fourrer dans le filet, sans double sens douteux. Donc, on peut cibler des 3 figurines ennemies, puis lancer un dé pour chaque modèle. Puis si le jet de dé est le double de la caractéristique de blessure, la figurine est tuée. Donc, contre des unités qui ont un nombre de points de vie plus bas, un ou deux notamment, on va pouvoir aller cibler des modèles et briser la cohérence adverse. Donc ça devient assez bon comme petit truc lorsqu'on peut le faire. Sinon, en version mercenaire, ben, l'aptitude, c'est qu'au début de la phase de combat, on peut déclarer que l'unité va être fort rusée. Entendons-nous rusée pour un géant. En fait, il va se retrouver à frapper en dernier, mais il va avoir +1 à ses jets de touche et à ses jets de blessure jusqu'à la fin de la phase. Donc, il sacrifie l'initiative pour fidéliser ses attaques. Lorsqu'il fidélise ses attaques, il passe de 7,2 blessures comme du 3+, à 10,9. Donc, on augmente de 3,7 en moyenne le nombre de blessures qu'il va faire à un adversaire qui a une sauvegarde à 3+. Donc, sachant que la charte dégressive, comme vous le voyez à l'écran, n'est pas si punitive que ça, des fois, dans plusieurs situations, ça peut valoir la peine de le faire frapper en dernier, notamment dans toutes les situations où on a plusieurs unités qui sont engagées en combat. On sait déjà que ce n'est pas ce géant-là qu'on veut activer en premier. Donc, pourquoi pas à ce moment-là le faire frapper en dernier, sachant qu'il va probablement, selon l'ordre d'activation, se faire attaquer avant qu'il attaque de toute façon, puis on va chercher notre bonus pour toucher et blesser. Donc, dans beaucoup de situations, il n'y a pas de réelle pénalité à frapper en dernier à cause de la manière dont les activations allaient se faire dans le tour de toute façon. Donc, c'est un beau bonus qu'on peut aller chercher en mercenaire. On passe ensuite à mon méga Gargant préféré, parce que c'est celui qui peut être joué avec la dette. Alors, le méga Gargant brise porte, Gatebreaker. Alors, toujours les mêmes habiletés auxquelles on va rajouter l'habileté coup fracassant.
Quand cette unité combat, vous pouvez déclarer qu'elle va asséner un coup fracassant. En ce cas, au lieu de faire des attaques avec ses armes de mêlée, choisissez une unité ennemie à 3 pouces d'elle et jetez un dé sur 4+. L'unité ennemie subit 4 des 6 blessures mortelles. Ça, c'est drôle. C'est sur 4+. On sacrifie toutes les attaques pour faire un 4+. Si on a le 4+, 4 des 6 blessures mortelles. Donc, c'est en moyenne 14 blessures mortelles qu'on va faire, ce qui est plus que ce qu'il fait normalement avec ses attaques. Comme vous le voyez à l'écran, là, sa létalité est à peu près comme les autres méga gargants. Contre un adversaire qui a une sauvegarde à 3+, c'est 9,2 blessures en moyenne. Ici, notre 14 blessures mortelles, c'est quand même 90% de probabilité d'en faire au moins 10 blessures mortelles avec notre 4d6. Par contre, pour ceux qui aiment les jets épiques et mémorables, le 20 blessures mortelles ou plus, le maximum étant 24, bien, ça va arriver 5% des fois, donc une fois sur 20. Donc ça, on ne le verra pas souvent. Donc si jamais vous faites plus de 20 blessures mortelles, comptez-vous chanceux, c'est vraiment un moment épique dans votre partie. Donc, si Ouais. vous aimez la fiabilité, peut-être pas la meilleure habilité, mais si vous aimez rouler des 4+, puis faire plein de blessures mortelles, ce géant est pour vous. Ensuite, on a l'habilité concassage, ajoutant à la caractéristique de dégâts du fléau brise fort. Si cette unité de cette unité pour les attaques ciblent une unité ennemie à couvert d'un terrain ou en garnison dans un terrain. De plus, si vous effectuez la fureur monstrueuse écroulement sur cette unité, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces du terrain choisi. Pour chaque unité en garnison dans le terrain. Sur 2+, l'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. OK, les trucs de garnison, c'est super fluff, mais ça arrive pas souvent. Bon, là, sauf contre les caradrons, mais autrement, c'est assez anecdotique. Donc, c'est surtout fluff. Quand la situation se présente et qu'on peut en profiter de l'habilité, on va le faire, on va la prendre, mais ça reste très circonstanciel. Mhm. Mais en même temps, j'aime bien toutes les unités à 3 pouces d'un terrain. Fait que Oui, là, même s'ils sont pas pleinement dans le terrain sur 2 pouces, il y a certains terrains qui prennent la place. Des fois, ça peut oui, être drôle. Là. Celle-là va être moins circonstancielle un peu. Je pense le premier paragraphe est peut-être moins intéressant, mais le deuxième paragraphe, pourquoi oui. pas? De temps en temps, on va pouvoir détruire une pièce de terrain puis se payer le luxe de faire les blessures mortelles un peu partout autour, puis on va trouver ça drôle. C'est sûr que le joueur Sylvanette en moi n'aime pas beaucoup cette règle, mais non, c'est vrai que contre certaines armées, ça va être intéressant, notamment Sylvanette, notamment quand il y a beaucoup de pièces de terrain. Mais en même temps, l'adversaire, le sachant, il peut se tenir un peu plus loin des pièces de terrain. Fait que c'est contrable par l'adversaire qui connaît notre méga. Sinon, comme tu l'as dit, c'est le mercenaire qui peut être allié dans la Grande Alliance de la Mort. Euh, sa petite particularité en mercenaire, c'est de pouvoir, à la fin de la phase de combat, cibler une unité ennemie à 3 pouces, lancer autant de dés qu'il y a de modèles dans l'unité ennemie, et chaque 6 fait une blessure mortelle. Donc, c'est une petite habilité anti-horde. C'est pas extrêmement fort, mais c'est correct. Ça ajoute quelques blessures mortelles. Donc, prévois-tu, Vincent, le jouer, ce méga gargant? Qu'est-ce que tu trouves qu'il peut apporter aux unités, aux armées, pardon, de la dette? Tu joues OBR, tu joues Soul Blight, tu joues aussi évidemment Night Hunt. Donc, tu as une bonne idée là, des différentes armées de la dette. Penses-tu qu'il ajoute quelque chose ou comme mercenaire? Ben, pour les Night Hunt, certainement pas, parce que la stratégie avec les Night Hunt, il va y avoir beaucoup d'unités qui vont pouvoir charger pour cumuler les bonus. Donc, lui, il ne permet pas, dans le fond, il nous enlève 520 points, il nous enlève le quart de ta armée. Donc, on ne pourra pas jouer. Pour Soul Blight, ben, tu l'as affronté quelques fois, ma liste, avec un méga qui est en proxy. Je ne l'ai pas encore. Là, fait qu'on a pris un Crown Spine, je ne me trompe pas, qu'on jouait comme un méga juste pour essayer. Puis moi, j'ai trouvé qu'il était intéressant, même si son tir à 4 de dommages ne permet pas de sniper un héros. Son tir à lui, plus le tir d'un zombie dragon, puis tout ça, permettait de faire quelque chose. 35 points de vie pour l'adversaire, c'est difficile à tasser. Ça enlève un peu de pression sur nos gros monstres comme Manfred ou Prince Vardrai. Donc, je sais pas, avec Soul Blight, j'ai trouvé ça intéressant, surtout quand Soul Blight, on a des écrans. Donc, beaucoup d'écrans pour le protéger. Fait que, Oui. écoute, ça fait partie de ma liste des prochains achats. Là. Puis là, j'ai déjà en tête, là, il me semble qu'il faudrait le zombifier un peu, évidemment, là, pour que ça fitte avec le thème. Donc, je pense qu'en Soul Blight, oui, il y a quelque chose à faire avec un Mega Gargan. Même si, comme tu l'as dit, du fait qu'ils perdent leur habileté principale, qui est de compter pour 18 modèles, puis ils tombent à 5 modèles seulement, ben peut-être que simplement un zombie dragon, un prince vampire sur zombie dragon est tout aussi efficace, voire plus efficace parce qu'il bénéficie des bonus d'allégeance.
Ouais. Mais non, je l'aime bien, j'aime bien son habileté. Petite note sur le Mega Gargant aussi que j'aime, c'est qu'avec son aura de terreur qui fait en sorte que l'adversaire ne peut pas s'immuniser au jet de déroute, nous, nos zombies et nos squelettes infligent un de pénalité à 6 pouces autour à toutes les unités, à la bravoure des unités autour. Donc, c'est cumulable, ça peut être jusqu'à -2. Donc, là, tu empêches l'adversaire de prendre un point de commandement pour Inspiring Presence et tu lui donnes -2 à sa bravoure. Fait que oui, il y a quelque chose à faire. Je vais continuer à le tester. Je l'aime vraiment beaucoup. En OBR, peut-être moins dans les OCR que bon Dieu. Non, pas en OBR, parce qu'en OBR, on ne génère pas de point de commandement, donc on ne peut jamais lui donner All-Out Defense ou All-Out Attack. Donc, on ne peut pas le faire courir à 6. Là, il devient comme un peu à ses 520 points qui bénéficient aucun bonus. Donc, encore une fois, les OBR ne sont pas faits pour être joués en V3 à l'heure actuelle, malheureusement, même si j'adore l'armée, elle est derrière moi et j'attends de pouvoir la ressortir, mais qu'elle a un BT. Tout à fait. Donc, on arrive maintenant à un petit tableau comparatif des dégâts que font les méga gargants. J'en ai déjà parlé, mais ça permet de visualiser un peu. Donc, ils ont tous une létalité relativement comparable. Je l'avais dit, le Mange Kraken est le moins létal des quatre. Le piétineur de guerre est le plus létal des quatre lorsqu'il est à son maximum d'attaque, donc c'est 10 attaques avec la masse, mais globalement, on est à peu près là, dans les mêmes eaux d'un méga gargant à l'autre. L'écart n'est pas énorme. Et notre casse-bête, par contre, c'est le plus létal là, contre les monstres qui ont une bonne sauvegarde. J'ai pas mis les, euh, les statistiques, là, mais il rejoint en fait le piétineur de guerre quand il cible un monstre avec son attaque là, qui peut faire 4 des 6 dégâts. Donc, ça reste des monstres qui, pour leur nombre de points, on l'a dit tantôt, ne cognent pas extrêmement fort. Ce qu'on espère, c'est le cumul d'habilités puis de buffs et tout ça qui va venir compenser pour cette létalité, disons, moyenne qui est là. L'avantage, par contre, c'est qu'ils sont très peu dégressifs. Donc, leur létalité diminue pas énormément, contrairement à des unités à plusieurs modèles qui, à chaque fois qu'ils perdent un modèle, ça impacte quand même de manière plus significative leur létalité. Donc, c'est vraiment dans la durée peut-être que les méga gargants vont continuer à briller. Mais il reste donc une dernière charte d'unité à regarder. Charte d'unité, en fait, qui est notre unité la plus létale du jeu, étonnamment. Oui, c'est la bande de broyeurs d'hommes. Ici, dans le fond, c'est qu'on a deux ou trois gargants, là, pas un Ouais, tout trois. seul. Donc, c'est un régiment monstrueux. Donc, ils sont trois dans l'unité, comme tu viens de le mentionner. Traînez pas comme habileté. D'abord, cette unité est entièrement à 15 pouces d'un méga gargant ami au début de la phase de charge. Elle peut tenter une charge à la phase de charge, même si elle a couru au même tour. Ouais, donc, course et charge, très très bon, ça augmente leur mobilité, superbe habilité. Ensuite, charge écrasante. Après qu'une figurine de cette unité a fait un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à 1 pouce d'elle et jetez un dé. Si le jet est égal ou supérieur à la valeur de charge écrasante indiquée dans le tableau de dégâts ci-dessus, pour la figurine qui charge, l'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. Si cette unité compte plusieurs figurines, ne louez pas les blessures mortelles avant que toutes les figurines de l'unité aient fait leur mouvement de charge. C'est vraiment une belle source de blessures mortelles parce que quand on a trois méga gargants, on a trois chances de faire des trois blessures mortelles. Donc, vraiment, ça peut commencer à faire mal. Là, comme c'est une belle source de blessures mortelles pour cette unité-là. Et ça augmente, en fait, à leur létalité, qui est déjà plus élevée que celle des méga gargants pour le même nombre de points. Ensuite, besace bien remplie. Après qu'une figurine de cette unité a fait un mouvement d'engagement, choisissez une figurine ennemie à 3 pouces d'elle et jetez un dé. Si le jet est au moins le double de la caractéristique de blessure de la figurine choisie, elle est tuée. Ben, ça, c'est bon. Ça permet de, encore une fois, briser la cohérence dans certaines situations, puis faire perdre davantage de modèles à l'adversaire. Ou en fait, ce qui est toujours bon, c'est d'aller tuer le champion de l'unité adverse, si possible. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas de héros adverse à porter, puis plus de champion dans l'unité, il ne peut plus utiliser, il ne peut plus donner d'ordre, donc ne peut plus se donner présence inspirante et éviter le jet de Battle Shock, par exemple. Donc, il y a des beaux petits trucs à faire avec ça. Mhm. Ensuite, on a la chute qui est un petit peu moins forte parce que c'est à 3 pouces, si je ne me trompe pas, et c'est des unités qui sont à 2 pouces du point choisi qui vont être ciblées. Ça va faire des 3 blessures mortelles. Et finalement, c'est qui les fourmis maintenant? Si vous effectuez la fureur monstrueuse piétinement avec le full taureau,
de cette unité et vous obtenez 2 plus au jet, ajoutez 1 au nombre de blessures mortelles infligées pour chaque figurine de Gargant Broyeur de cette unité. Oui, donc à ce moment-là, si on a trois méga gargants dans l'unité, c'est D3 plus 2 blessures mortelles, le stomp, le piétinement. Ça s'ajoute aux blessures mortelles sur la charge. Donc, c'est une unité qui peut commencer à générer beaucoup de blessures mortelles. Donc, c'est en fait une de nos principales sources de blessures mortelles. C'est vraiment très, très bien. Euh, Petit détail aussi, il y a seulement le full taureau, donc le champion de l'unité, qui peut faire des fureurs monstrueuses et il a plus une attaque. Donc, globalement, une unité de trois broyeurs d'hommes a une attaque de plus que trois broyeurs d'hommes pris séparément pour le même nombre de points. Donc, un petit bonus à les jouer en unité de 3, mais il y a toujours le risque d'en perdre un sur un jet de Battle Shock parce que la bravoure est à 7. Une recette, si on en perd un, on est Deux, correct. Si on en tu peux en perd perdre deux, là, deux, tu peux en perdre un sur un 6, effectivement. Puis il y a des adversaires qui peuvent donner des malus à la bravoure, comme tu le disais tout à l'heure. Donc il y a ça. Ça reste une unité qui cogne un petit peu plus fort que les méga gargants. On voit le tableau comparatif ici. Les broyeurs d'hommes sont dans la dernière colonne à droite. Donc, ça, c'est les statistiques pour un seul broyeur d'hommes. Donc, pour avoir l'idée de l'impact d'une unité de 3, il faut multiplier par 3. Donc, on voit, par exemple, que contre un adversaire qui a une sauvegarde à 3 là, on serait à 10,5 blessures mortelles environ, comparativement à moins de 10 pour les autres méga gargants. Donc, on est vraiment. Ils cognent plus fort, ils font un petit peu plus de blessures mortelles. C'est drôle à dire, mais ce sont eux nos marteaux. On l'a vu aussi qu'il y a différents moyens de leur donner des bonus dans certaines situations avec certaines tribus. Donc, on peut augmenter encore plus leur létalité. Par contre, ils sont relativement fragiles. On est sur une sauvegarde à 5 donc ils vont mourir. Donc, à ce moment-là, la tribu qui permet de prendre un point de commandement pour faire en sorte qu'ils attaquent même s'ils sont morts. Donc, avant d'être retirés du champ de bataille, ça devient intéressant pour les rentabiliser là, si on joue des unités de gargants broyeurs d'or. Donc, essentiellement, il peut être pris, comme je disais, en un modèle à 150 points aussi. Donc, c'est utile pour augmenter le nombre d'unités. On n'a vraiment pas beaucoup de modèles dans cette armée-là. On va avoir souvent 4, 5 unités. À ce moment-là, dans les scénarios où on a 6 objectifs, 8 objectifs, ça peut devenir un petit peu plus difficile. Donc, aller chercher un petit peu plus d'unités, ça peut donner un petit peu plus d'options pour le contrôle d'objectifs. En particulier, peut-être dans la tribu où chaque méga gargant compte pour 15 plutôt que pour 10. Donc, à ce moment-là, une unité de conquéreurs de 5 modèles, par exemple des Tree Revenants ou comptent pour 15 eux aussi, donc ne peuvent pas venir nous voler l'objectif juste en mettant un orteil sur l'objectif. Donc, je pense que le méga gargant, le broyeur d'homme seul va être joué aussi là, dans des listes. alors, ben, on va y aller en deux temps pour faire la conclusion. Premièrement, c'est quoi les impressions générales que tu gardes là, après cette analyse du Battletome? J'ai l'impression que l'armée est plus versatile qu'elle l'était. Et d'ailleurs, je vais être curieux d'entendre les commentaires ou de lire plutôt les commentaires de nos auditeurs qui sont des joueurs Sons of Behemoth. C'est pas une armée que je joue, mais j'ai l'impression, en comparant les deux Battletones, qu'on a une plus belle diversité de choix en termes d'artefacts, de traits de commandement, de tribus. Donc, il y a plus de questions à se poser. On a deux méga gargants de plus qu'avant aussi. On a accès à des prières via le roi Brod. Donc, j'ai l'impression que la construction de liste va être plus versatile. J'ai l'impression que le style de jeu aussi va être un peu plus versatile. On a plus de moyens d'aller chercher plus de mobilité, de mouvement. Le jeu de juste s'asseoir sur les objectifs puis attendre est encore là, est encore possible, mais il y a d'autres styles de jeu possibles. J'ai l'impression aussi, peut-être un peu plus agressif, un peu plus en contrôle de board. J'ai hâte de voir, mais ceux qui ont l'habitude de jouer les méga gargants ou qui ont déjà eu l'occasion de les essayer avec le nouveau Battletome parce que notre vidéo arrive un petit peu tard après la sortie. Laissez-nous vos impressions en commentaire. Là, je vais être très, très curieux de vous lire. Je pense aussi que l'armée va être plus fun à jouer parce qu'il y a plus de trucs, notamment avec les fureurs monstrueuses qui donnent des options, les trucs de mouvement, tout ça. Je pense qu'on a juste plus de décisions à prendre. Je pense que les bons généraux vont être capables de davantage bénéficier de leur talent général avec ce nouveau Battle Tomb-là.
Par contre, j'ai l'impression qu'ils vont être moins peut-être compétitifs qu'il était avant, notamment à cause du nerf au niveau du contrôle d'objectif qui est maintenant dégressif au fur et à mesure qu'ils subissent des blessures. Donc, je pense que ça va leur faire mal. J'ai l'impression que c'est ça. Il avait déjà commencé à baisser un peu dans le méta. Il était plus aussi dominant que quand le livre est sorti. Et j'ai l'impression qu'ils vont rester une armée moyenne dont la performance va beaucoup, beaucoup dépendre des matchs. Alors là, tu es rendu un peu à la place dans le méta que tu parles. Moi, ce que j'ai lu, en fait, on a pu le lire sur MetaWatch aussi, c'est une armée particulière, les Sons of Behemoth, parce que c'est une armée contre lesquelles certaines armées du bas du méta ne peuvent absolument rien faire. Et c'est ce qui fait qu'en tournoi, ils réussissent toujours assez bien parce que si tu as eu 3 défaites de suite, tes 2 dernières parties sont généralement contre des armées plus faibles qui sont pas capables de tuer un méga par tour, voire un méga en 2 tours. Donc là, tu restes sur les objectifs, puis la partie est un peu une victoire assurée. Alors que contre les armées vraiment fortes du métal actuel, les grosses armées sont capables de sortir en un tour 1 ou 2 mégas. Puis là, dans ce temps-là, ben, l'armée des mégas s'écroule rapidement. Donc, je pense que le nouveau BT va faire en sorte qu'ils vont se retrouver un peu à la même place qu'ils étaient, voire un peu en dessous. Je sais aussi que Patty, ce qu'il avait regardé, lui me disait, avait noté que ils ont un petit peu moins d'attaque, un petit peu plus de dommages, ce qui fait en sorte que l'armée va être plus sujet à spiker, hein, c'est-à-dire avoir des attaques parfois incroyables, faire beaucoup, beaucoup de dégâts, mais des fois faire absolument rien ou à peu près. Puis là, ben, ça peut être très, très létal ça peut être très, très dangereux pour le joueur Mega Gargant. Là, ça peut avoir un impact de fou. Là, si tu charges avec un Mega Gargant, tu tues pas une unité de 10 que tu es supposé tuer, ça peut faire virer une partie. Donc, peut-être là où ils étaient encore un petit peu plus bas qu'ils étaient dans le méta. Ouais, peut-être une armée de milieu de méta. Ensuite, il y en a qui vont très bien faire en tournoi parce que, oups, ils vont avoir un cheminement qui va faire qu'ils affronteront peut-être pas les armées qui sont capables de les tabler tour 3. Mais globalement, je pense que ça va être un peu plus difficile que ce l'était, effectivement. J'aime analyser les armées en me disant, OK, quelle phase je suis capable de dominer? C'est un peu, j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelque temps où mon approche un peu de la construction de liste, une de mes approches, c'est de me dire, qu'est-ce que je suis capable de dominer? Puis si mon armée n'est pas capable de dominer au moins 2 phases du jeu, c'est sûr que c'est pas une bonne liste, c'est pas une bonne armée. Et ici, je me suis posé la question pour les géants, puis on sait que la phase de héros, c'est pas leur phase à eux. Ils sont très vulnérables à la magie, ça prend des artefacts pour être capable d'interagir. Leur phase de héros est devenue un peu meilleure qu'avant si on joue Roi Brode, parce que maintenant on a un prêtre. Donc le prêtre permet aussi de dissiper en fait des invocations adverses, ce qui est dans certains cas vraiment bon, parce qu'il y a des invocations qui sont vraiment dérangeantes en fait. Donc ça, donc, ils sont meilleurs dans cette phase-là qu'avant, mais encore très, très loin de pouvoir la dominer. Sur le plan de la mobilité, si on construit notre liste pour aller chercher les buffs à la mobilité, ça commence à être une armée qui a une mobilité qui peut être étonnante. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une des améliorations du nouveau BT. Pour ce qui est de la phase de tir, ben, on oublie ça. Ils ont quelques tirs assez anecdotiques. Ça va être difficile d'aller sniper les héros adverses, notamment avec nos tirs. Ça va arriver, mais c'est très aléatoire et ça va être difficile. C'est une armée sur le plan de la létalité qui a une faible production de blessures mortelles. Là, on vient de parler quand même des blessures mortelles sur la charge qui peuvent être quand même assez élevées, mais c'est dépendant qu'on charge. Donc, dès qu'on se fait charger, on ne les produit pas, ces blessures mortelles-là. Donc, c'est la faiblesse des blessures d'impact. C'était la faiblesse aussi des Beast Raiders, très dépendant de la charge pour augmenter sa létalité. Dès qu'on n'est pas sur la charge, notre létalité est beaucoup plus limitée. Dans le cas des méga gargants, je pense que c'est une faction dont la létalité en combat est sous la moyenne des armées V3 et elle est peu fiable, tu le disais, un nombre limité d'attaques à haut dégâts, donc ça peut très bien aller comme ça peut très mal aller. Et d'ailleurs, les habilités, il y a 2 des méga gargants qui ont une habilité qui permet d'être encore plus tout ou rien. Mhm. Donc, c'est drôle, c'est le fun, mais c'est vraiment une armée de Timmy, en fait, là, pour reprendre les profils psychographiques. Donc, il faut aimer les choses épiques, mais prêt que tout puisse aller mal, puis qu'on roule un 2 sur notre 4 aussi. Sur le plan du tanking, ça demeure bon. On a des moyens de les rendre un peu plus tanky. Donc, ça demeure une des forces de l'armée, je pense, même si une sauvegarde à 4 dans le méta actuel, c'est encore plus mauvais qu'avant. Parce qu'on voit avec les nouveaux BT qui sortent qu'il y a de plus en plus de rend. On l'a vu avec les previews déjà du BT Ogre. Le rend augmente sur les unités. On l'a vu sur des BT précédents aussi. Donc, leur sauvegarde à 4 ne suit pas tout à fait la game, si vous me prêtez l'expression. Et fort heureusement, il a été nerfé, mais le contrôle d'objectif demeure bon.
Donc, pour toutes ces raisons-là, on l'a dit, je pense que la place dans le méta va être quand même moindre qu'avant, mais probablement une armée plus le fun à jouer qu'avant avec plus d'options. Donc, les joueurs qui l'avaient, c'est une belle armée à jouer, il va avoir du plaisir à la jouer, mais pas beaucoup de 5-0 à prévoir pour les géants, j'ai l'impression, j'espère me tromper. Eh bien, c'est ce que conclut notre analyse du Battletome Sons of Behemoth. Merci Yann pour cette analyse. Et vous qui êtes à la maison que vous écoutez, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on vous souhaite bon wargaming.